Qui était Pierre-Benoît Dumas? Prédécesseur de Mahet de la Bourdonnais comme gouverneur des Mascareignes, il arrive dans l'océan Indien au début du XVIIIe siècle. Le Centre d'information et de documentation de l'Inde francophone affirme que depuis 1718, Dumas avait occupé des fonctions importantes dans l'administration de Pondichéry. En fait, Mahet de la Bourdonnais et Dumas arrivent dans la mer des Indes pratiquement en même temps. Les deux hommes se sont donc connus très tôt. Mais c'est surtout à Pondichéry qu'ils sont amenés à collaborer lorsque Dumas en devient le gouverneur à partir de 1735. La Bourdonnais parle de lui à plusieurs reprises dans son mémoire historique, notamment pour justifier le traité de capitulation qu'il a fait signer aux Anglais en 1742 pour la prise de Madras. Pierre Dumas est né à Saint-Roch le 20 mai 1996, fils de Pierre Dumas et de Marie Philippe. Son père meurt en 1708 en Hollande. Son parrain, Pierre d'Ulivier, gouverneur de Pondichéry par 2 fois, le prend sous sa protection. Alors, un certain Pierre Dumas aurait été baptisé dans une église Saint-Roch à Paris, mais sans le patronyme Dumas sur les documents de baptême. Alors, si le futur gouverneur était né dans la capitale, le fait aurait été connu et reconnu. 3 paroisses devenues communes en France portent le nom de Saint-Roch, en Touraine, en Basse-Normandie et en Bretagne. Né dans l'une ou l'autre, il a donc dû passer son enfance et son adolescence dans l'Ouest, héritant ainsi de l'atavisme de cette région. Le recueil « Hommes et Destin » de l'Académie des sciences d'outre-mer fait en 1998 une grossière erreur en prétendant que Pierre-Benoît Dumas, né à Estambeau, un village des Landes, en septembre 1668, prend ses fonctions en Inde le 18 septembre 1735. Il ne peut avoir été pris en charge par son parrain à l'âge de 40 ans et devenir gouverneur de Pondichéry à 70, presque. Ses lieux et dates de naissance ne peuvent être que ceux de son père. Par contre, il est très probable que celui-ci soit d'une famille huguenote qui, ayant subi les persécutions dans l'Ouest, s'est réfugié dans les Landes et qu'il soit retourné par la suite vivre en Anjou ou en Bretagne et qu'à la révocation de l'édit de Nantes, il est monté en Hollande où il meurt en 1708. Le gouverneur de Pondichéry, Pierre d'Ulivier, recueille alors son filleul qui a 12 ans. En 1713, Dumas, qui a 17 ans, accompagne son parrain à Pondichéry comme secrétaire particulier. En 1718, à 22 ans, il est nommé procureur. À cette occasion, il réussit à innocenter à titre posthume un marchand indien, Nanyapa, accusé par les jésuites de paganisme, parce qu'il refusait de se convertir au christianisme et mort en prison l'année précédente. Alors, le jugement posthume du procureur Dumas assure aux enfants du courtier indien un dédommagement conséquent. Cela prouve qu'il ne partage pas le sectarisme des jésuites. D'ailleurs, il épouse en 1722 Marie-Gertrude Van Zyl, fille du commandant hollandais de Porto Novo en Inde. Il a dû garder la religion protestante, ce qui expliquerait son mariage avec une Hollandaise. Les directeurs de la Compagnie française des Indes exigent alors sa démission et demandent même au gouverneur intérimaire de Pondichéry, Pierre Lenoir, de le faire emprisonner. Celui-ci n'exécute pas l'ordre et est démis de ses fonctions. Lenoir, ne l'oublions pas, est le cousin de Dumas. Tous les deux rentrent en France la même année, 1723, mais reviennent un peu plus tard dans l'océan Indien avec de plus importantes fonctions, Lenoir comme gouverneur officiel à Pondichéry en 1726,
Dumas comme gouverneur des Mascareignes en 1727. Alors Dumas jalouse un peu son cousin le Noir d'avoir obtenu le gouvernement de tous les comptoirs français aux Indes orientales, alors que lui se voit confier les pauvres et petites îles Mascareignes. La situation à l'île Bourbon reste instable. Les colons bourbonnais, après des années d'abandon par la première compagnie des Indes, y ont pris des habitudes de liberté, voire d'insoumission, qui les rendent presque ingouvernables. Le garde-magasin des forces Boucher n'avait pas hésité en 1713 à établir un mémoire de ses habitants qu'il traite d'alcooliques, de paresseux, de pervers et d'abrutis. Pourtant, il précise que l'on cultive la terre qui est riche, mais que leur préférence va à la chasse et à la pêche, dont ils font un usage immodéré. C'est Boucher, devenu gouverneur en 1723, qui promulgue une réglementation de l'esclavage, copie du Code noir qui sévit aux Antilles depuis 1685. Son rapport de 1713 est donc à prendre avec réserve. Malgré un développement de la culture du café à Bourbon, la situation économique s'est peu améliorée à l'arrivée de Dumas dans l'île en 1727. Cette situation fâcheuse dépendait non des hommes, mais de la mauvaise organisation de la compagnie qui se modifiait souvent, entassant ruine sur ruine. Les colons n'étaient que des métayers n'ayant pas le droit de cultiver comme ils l'auraient voulu. Les directeurs en Europe ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Les administrateurs envoyés par eux étaient incapables, ne pensant qu'à leur fortune personnelle. C'est un écrit de Honoré Lacaze de 1880. Ce n'est pas le cas de Dumas, qui aura au moins à cœur de formaliser les concessions foncières des colons en place et surtout d'encourager les nouveaux immigrants à s'établir sur d'autres terres à l'est et au sud de l'île. C'est bien Dumas qui lance la véritable colonisation du sud de Bourbon. 244 concessions sont attribuées pendant les 8 années de son gouvernement. Une agriculture digne de ce nom commence à voir le jour. Malheureusement, il doit faire face à une terrible adversité. Les habitants des deux îles eurent à souffrir à cette époque de violents ouragans qui dévastèrent fréquemment le pays. La plus grande partie des terres était couverte de forêts difficilement accessibles et qui donnaient refuge aux Noirs marrons, qui seront longtemps une plaie et un danger pour la société coloniale. À l'Île-de-France, ces marrons allèrent jusqu'à s'emparer du quartier de la Savane, à peine défendu par quelques soldats abrutis par l'ivrognerie. La misère et la famine régnaient presque constamment à l'Île-de-France. Il n'y existait encore aucune culture et les grains nourriciers venaient de l'île Bourbon. Alors Dumas organise la chasse aux marrons en constituant une milice spécialisée qui réussit à faire avorter un nouveau projet de massacre des Blancs en 1730. À Bourbon, la plantation du café est obligatoire. Et tout esclave convaincu d'avoir détruit un plant de café est puni de mort, écrit Honoré Lacaze. Mais Prosperev précise que cette dernière mesure est restée inappliquée par édit royal. Alors on peut raisonnablement penser que c'est plutôt le gouverneur qui ne met pas en pratique cette mesure, alors que la colonie manque cruellement de main-d'œuvre. De plus, il a affaire à des colons pas tous très recommandables. Un seul exemple d'exécution publique aurait pu très vite se généraliser. Lacaze dit que les deux îles se peuplaient de gens avides d'argent, souvent sans grande moralité et cherchant avant tout fortune et indépendance. Tout administrateur qui voulait mettre un frein au désordre et à la rapacité ne manquait pas d'être décrié, voire dénigré par des pamphlets publics. Alors Dumas n'échappe pas à leurs récriminations. Malgré son zèle, qui paraît actif et intelligent, il eut à lutter contre de nombreuses cabales. Il accepte pourtant qu'une délégation de 3 membres de l'Assemblée coloniale se rende en France pour négocier avec les directeurs de la compagnie la baisse de l'impôt. Les délégués, Sicre de Fontbrune, De Guigné et Cadet, ne se privent pas d'accuser le gouverneur d'excès d'autorité.
leur démarche n'aura aucun effet. Bien au contraire, puisque celui-ci qui demandait à être relevé se voit promu au rang de gouverneur général de tous les comptoirs français de l'Inde. En 1735, il quitte donc l'île Bourbon pour Pondichéry et est remplacé par la Bourdonnais. Durant son séjour aux Mascareignes, il a également à gérer une grave épidémie de variole en 1729. L'île Bourbon a été à deux doigts de sa perte. Depuis le mois d'avril jusqu'en septembre, il a régné une si cruelle maladie qu'elle a emporté 8 à 900 personnes dans le quartier de Saint-Paul et Saint-Étienne. Et sans la sage prudence de M. Dumas, tous les quartiers s'en seraient ressentis. Mais il a empêché la communication, écrit Sicre de Fontbrune. Dumas doit aussi régler le sort du pirate Levasseur d'Île-à-Buse, piégé à Madagascar et pendu haut et court en place publique à Saint-Denis en 1730. L'exécution se fait après un rapide procès. Le gouverneur aurait pu être plus clément, mais Labuse refuse de lui parler. Sans doute pour ne pas dire où il a caché son trésor qu'on dit très important. Dumas fait aussi aménager des voies de communication allant de l'est vers l'ouest et vers le sud. Il laisse ses prénoms à deux villes, aujourd'hui sous-préfecture de la Réunion, Saint-Benoît et Saint-Pierre. L'image de son gouvernement reste marquée par des calamités et des relations humaines souvent empreintes de violence. On est alors dans la pleine période coloniale. Inutile de chercher à atténuer ses responsabilités, mais comprenons qu'il n'est qu'un maillon d'un réseau français dont le seul but reste de profiter de ses colonies à l'autre bout du monde, quel qu'en soit le coût humain. Dumas est un administrateur entreprenant, plutôt conciliant avec les colons, mais soucieux de réussir là où d'autres ont échoué. Naturellement, il use de répression contre le marronnage, comme l'ont fait avant lui d'autres gouverneurs. Son successeur, la Bourdonnais, n'est pas crédible lorsqu'il écrit « L'objet du ministre, en me confiant cette place importante, de gouverner les Mascareignes, était le rétablissement de l'ordre dans un pays où régnait la licence et l'anarchie. » En 1735, Bourbon est déjà une île en voie de développement et Dumas y a largement contribué. Maë de la Bourdonnais reconnaît dans son mémoire que le terrain de l'île Bourbon s'étant trouvé propre aux plantations de café, elle y avait réussi et y avait attiré un assez grand nombre d'habitants. Je puis vous assurer que jusqu'à mon arrivée, l'île de France avait été plus onéreuse que profitable à la compagnie. Je trouvais la justice administrée par deux conseils, dont un dépendait de l'autre. Le conseil supérieur était dans l'île Bourbon. Depuis mon arrivée, Sa Majesté donna des lettres patentes qui attribuèrent également l'indépendance au Conseil de l'île de France, du moins en tout ce qui concerne la justice. À l'égard de l'administration, le Conseil de l'île où se trouvait le gouverneur fut toujours reconnu comme supérieur à l'autre. Et la Bourdonnais s'installe à Port-Louis, dans l'île de France. Grâce à ce changement, les affaires allèrent beaucoup mieux. Il y avait à l'île de France un assez grand nombre de noirs marrons qui vivaient en sauvage dans les bois et tombaient en troupe sur les habitations où ils commettaient les plus grands excès. Je trouvai le secret de les détruire en armant noir contre noir et en formant une maréchaussée des Malgaches qui parvint à purger l'île de ses brigands, écrit Maë de la Bourdonnais. Finalement, il n'a fait que continuer à distance l'entreprise commencée par son prédécesseur, Dumas, à Bourbon, pour se consacrer surtout au développement de l'île de France. Ils auront tous les deux la même attitude très indépendante et souvent critique à l'égard des directeurs de la compagnie, à Paris. Constatant les querelles incessantes qui persistent depuis le début de la colonisation de l'île Bourbon entre colons, gouverneurs et directeurs, Ève pose la question de la gouvernance des colonies. Il écrit « Doit-elle être centralisée ou au contraire placée dans un système souple et suffisamment autonomiste ?» Au risque de provoquer l'ire des directeurs parisiens de la compagnie et de briser sa carrière, Dumas, gouverneur de l'île Bourbon, président du Conseil supérieur et directeur général pour les affaires de la compagnie dans les îles Bourbon et de France, est peut-être le premier à avoir exposé ce problème. Pour lui, gouverner depuis Paris
est une aberration. Il a donc osé montrer son opposition, disons plutôt sa résistance au dirigisme parisien qui l'agace. C'est un trait de caractère qu'il partage avec la plupart de ses compatriotes de naissance, ceux de l'ouest de la France. Le désir d'autonomie, l'opposition au pouvoir centralisé en un lieu restent des constantes de cette région remontant à l'époque féodale et même bien avant, rémanence d'une mentalité typiquement celtique. Dumas quitte Bourbon le 8 août 1735. Il est nommé gouverneur de Pondichéry. Le nouveau gouverneur est arrivé dans l'île par le même navire le 12 juillet 1735. C'est Bertrand-François Mahé de la Bourdonnais. Benoît Dumas succède à Lenoir en Inde. Donc les deux ont fait le voyage Saint-Malo-Bourbon ensemble. Il va diriger les colonies françaises de l'océan Indien avec plus d'ambition personnelle, mais surtout à plus de frais. Un de ses proches collaborateurs indiens, Ananda Rangapule, en fait le reproche à propos de l'achat du droit de frapper de la monnaie qu'il obtient l'année suivante sa prise de fonction. Pour obtenir ce coin, on avait offert au Nawab d'Issa Ali Khan un nazir de 130 000 roupies. Monsieur Lenoir n'aurait pas tant dépensé. Voilà ce qu'écrit Rangapule. De même, en 1738, Dumas promet au roi de Tanjaour une grosse somme d'argent pour l'achat de Carical qu'il ne lui remet pas en temps voulu. Ses émissaires, accompagnés de 70 forgerons, charpentiers et sieurs, envoyés là-bas pour fonder l'établissement, y sont très mal reçus. Le roi local leur remet une lettre dans laquelle il explique son refus de tenir ses engagements. Et voilà ce qu'il écrit. « Nous avons dit que nous vous donnerions Carical, mais comme on avait besoin d'un financement immédiat, nous vous avions envoyé des hommes pour récupérer cet argent. Vous ne leur avez rien donné. Quel besoin avez-vous maintenant de venir à nous avec vos pagodes? Aujourd'hui, nous n'en avons plus besoin, allez-vous-en. » Finalement, en 1739, les Français menacent de prendre Carical par la force. Leur allié moghol, Chanda Sahib, ravage le territoire du Tanjaour. Le faible Raja, épouvanté, accepte la cession du comptoir. Dumas vient d'inaugurer la politique qui fera la grande affaire de Duplex, l'expansion territoriale française en Inde, par alliance avec des nababs mongols, dont l'ancien empire est sur le déclin. Le plateau intérieur du Décan n'est déjà plus soumis à l'empereur. Les Maraths du nord-ouest se rebellent régulièrement. Ils sont et seront en permanence les plus solides opposants des Français. Lorsque l'allié de la France, Dostali, nabab d'Arkat, est surpris et tué par les Maraths dans une bataille au nord du Ponéar, Dumas offre l'hospitalité à sa fille, épouse de Chanda Sahib, et à son petit-fils. Ce geste suscite l'indignation du général des Maraths, qui écrit au gouverneur de Pondichéry sur un ton comminatoire pour le sommer de lui livrer ceux qu'il considère comme ses prisonniers. C'est une lettre du 22 janvier 1741. À cette lettre, Dumas fait une réponse qui témoigne hautement de la noblesse de ses sentiments et de la façon dont les Français comprennent et pratiquent l'honneur. Et voilà ce qu'il écrit. « Il n'est pas dans le caractère des Français d'abandonner des femmes et des enfants pour les voir impitoyablement massacrés. La femme et le fils de Chanda Sahib sont à Pondichéry sous la protection de mon roi, mon maître. Tout ce qu'il y a de Français dans l'Inde perdrait plutôt la vie que de vous les livrer. » Alors, l'interprétation de Jaga Diagou, concernant l'attitude de Dumas, à savoir qu'elle traduirait la sensibilité des Français de l'époque, nous semble anachronique. Il est peu vraisemblable que ceux-ci, plus que d'autres peuples, s'intéresseraient par humanité au sort d'un peuple vaincu dans un combat qui ne les concerne pas. Nous sommes au XVIIIe siècle, pas à la fin du XXe, où l'humanisme généralisé force les États démocratiques à intervenir dès qu'il y a menace de génocide, de massacre de femmes et d'enfants. Durant la Révolution, les troupes françaises n'ont-elles pas fait aucun sentiment à l'égard des Vendéens?
si Dumas offre l'asile non seulement à la famille de Sanda Chaïb, mais aussi à ses 1500 cavaliers, c'est parce qu'il a un sens aigu de la parole donnée et de la fidélité aux alliances, donc de la probité, caractère, nous l'avons vu, particulièrement celtique. Dost Ali Khan est le nabab qui a autorisé les Français à frapper monnaie à Pondichéry, et son gendre Sanda Chaïb a soutenu Dumas pour forcer le roi de Tandjaour à respecter ses engagements de vente de Carital à la France. D'autre part, les soldats qui l'accueillent viennent renforcer ses propres troupes. Cela décourage les Marathes de risquer un assaut sur Pondichéry. Dans son mémoire, Labourdonnais fait l'éloge de la conduite de son ami Dumas. Le général Marat, ayant demandé qu'on lui livrât les fugitifs et ayant réclamé 500 000 roupies en vertu d'un tribut auquel il prétendait que les Français étaient soumis, M. Dumas lui répondit que les Français n'étaient pas venus dans l'Inde pour donner des exemples d'inhumanité, que tant que le nabab avait été le maître de ces contrées, il avait protégé les Français et que ceux-ci, à leur tour, se faisaient une gloire de protéger la famille de leur protecteur. Cette noble réponse avait intimidé les Marathes et les avait empêchés de rien entreprendre. Alors, en récompense d'avoir sauvé la famille de son nabab, le grand Moghol offre à Dumas de devenir nabab lui-même, c'est-à-dire un des gouverneurs d'un territoire de son empire. Et il lui remet en même temps d'immenses territoires. Alors Dumas n'accepte pas tout de suite, il veut que ce titre soit transmissible. Cette faveur ne lui sera pas accordée puisque Dupleix devra lui-même en faire la requête. Dupleix, c'est celui qui prend la direction de Pondichéry après Dumas. La confiance du grand Moghol à l'égard des Européens reste limitée à Pierre-Benoît Dumas, ce qui démontre, s'il le fallait, qu'il ne considère pas tous les Français en Inde comme dotés des mêmes caractères psychologiques que ce gouverneur n'ayant qu'une parole et fidèle à ses alliances. Ce qui caractérise aussi la mandature de Dumas, c'est le respect des honneurs dus à un événement ou à celui qui le porte, quelles que soient ses origines. Alors, Ananda Rangapoolé en témoigne à maintes reprises dans son journal. Et voilà ce qu'il écrit: « Le temps passe, la parole demeure, ce qui a été entendu par les oreilles, ce qui a été vu par les yeux, les choses intéressantes et nouvelles qui se sont passées, les arrivées des navires, puis les départs des navires, c'est ce qu'on a entrepris d'écrire. » Voilà. Alors les oreilles d'Ananda ont surtout entendu des salves de canon tirées à partir du fort Louis ou des navires en rade. C'est en quelque sorte ce qui rythme bruyamment la vie de Pondichéry, comme les cloches des églises rythment encore la vie de nos paroisses. Un carillon pour un mariage, un glas pour un enterrement. Mais les coups de canon sont moins harmonieux. Par contre, ils font preuve de la force militaire française présente en Inde. Leur nombre indique l'importance de l'événement ou l'honneur qu'une personne doit recevoir. Ce sont toujours des multiples de 3, 9, 15 ou 21. Chiffre, le 3, hautement symbolique pour les anciens Celtes. Ainsi, lorsqu'en 1738, concernant l'achat de Carical, l'émissaire de Sanda Chaïb est allé à l'audience de monsieur le gouverneur, comme il entrait, on a tiré dans le fort 9 coups de canon. Ce n'est qu'un subalterne, mais qui a cependant droit aux égards de Dumas. En septembre de la même année, quand le capitaine du navire français venu de France, le Phénix, a fait partir ce navire pour aller faire la guerre à Carical, on a tiré 21 coups de canon, et du fort, on a tiré aussi 21 coups de canon. Alors là, c'est l'événement qui est important, un départ pour la guerre. Plus tard, en 1740, les salves marquent l'annonce des futurs grands remaniements administratifs. Voilà ce qu'écrit Rangapoolé. Sur les 2 navires de France précédemment arrivés au Mascareigne, l'un d'eux est arrivé en courant à Pondichéry. Comme il était à l'ancre, il a tiré 15 coups de canon. Il a apporté la nouvelle que M. Diroy, qui commande Mahé, passe au Bengale, que M. Dupleix, qui est au Bengale, vient prendre le commandement ici, et que le chevalier Dumas rentre en France. Alors, le bateau porteur de ces nouvelles ne tire que 15 coups de canon, puisque ce sont des annonces.
Dupleix n'est pas encore le nouveau gouverneur des possessions françaises en Inde. En juillet 1741, ce matin, est arrivé en rade un navire de France, le Triton. Il a tiré 21 coups de canon et dans le fort on a aussi tiré 21 coups. Ce navire apporte la nouvelle que M. Dumas est nommé directeur à Paris. Alors là, l'affectation est bien officielle, elle fait honneur à Dumas, qui, à son départ de Pondichéry en octobre, remet les clés du fort à son intendant, appelé là-bas le petit monsieur, par opposition au grand monsieur qui est le gouverneur. Monsieur le gouverneur a remis le commandement général au petit monsieur. On a tiré 21 coups de canon. L'embarquement de Dumas se fait avec toutes les règles protocolaires. Madame était dans la chelingue de monsieur. À ce moment, le fort a tiré 21 coups de canon. Lorsqu'il passait la rade, tous les navires tiraient le canon au fur et à mesure. Lorsque monsieur et madame sont montés à bord de leur navire, on a tiré, sur ce navire même, 21 coups de canon. Sur le navire de monsieur Labourdonnais, on a tiré alors 21 coups de canon et tous les autres navires en rade en ont tiré autant. Le total doit avoisiner les 100 coups de canon quand même. Ainsi s'achève le long séjour dans l'océan Indien de Pierre-Benoît Dumas. Il y laisse le souvenir d'un homme respectueux des autres et de leurs croyances. Sous son gouvernement, les Indiens de Pondichéry n'ont pas eu à se plaindre du sectarisme des jésuites qu'il a habilement écarté du Conseil supérieur. Dumas était sans aucun doute de famille protestante. C'est lui qui a réhabilité à titre posthume le courtier Nanyapa en 1721. C'est encore lui qui a voué la plus fidèle amitié à Sanda Chaïb, laissant à la France une colonie florissante, régnant sur d'immenses territoires dans le Décan. Remarquons aussi que Labourdonnais est là au moment de son départ définitif de Pondichéry et fait tirer 21 coups de canon pour l'honorer. Il montre ainsi son respect à un homme dont il rappellera souvent la grandeur dans son mémoire historique.